c'est la capacité à ressentir la même chose que l'autre. Alors, pathos, c'est sentir, et ça veut dire dedans. Oui. C'est ce qu'on ressent dedans. C'est ce qu'on ressent. Bah, donc, du coup, c'est l'empathie, alors. Bah oui, je parle d'empathie, là. Ouais, mais là, c'est la sympathie. Je suis pas assez avec un exemple. En tout cas, il y a. Enfin, au-delà des mots qu'on emploie, il faut faire la distinction, mais qui, je pense, vous paraît évidente, que quand on est face à un patient, l'idée, c'est pas de ressentir exactement ce qu'il est en train de ressentir, sinon, eh ben, notre position de soignant, elle est quand même bien fragilisée, hein, et elle n'est pas là, l'idée. L'idée, c'est de pouvoir comprendre le patient, c'est de pouvoir comprendre ce qu'il vit sans le ressentir forcément. Et c'est uniquement de cette façon-là qu'on sera probablement en mesure d'apporter de l'aide, quelle qu'elle soit. Donc la sympathie, si on la prend comme étant, comme étant le fait de ressentir la même chose que le patient, il est bien évident qu'il ne, c'est pas ce qu'on est censé ressentir, mais on peut le ressentir bien évidemment malgré nous, hein. Ça reste une relation humaine. La relation médecin-malade, on pourra théoriser autant qu'on veut dessus, c'est quand même deux personnes qui se confrontent. Par contre, donc l'empathie, c'est la capacité à se mettre à la place du patient. Alors, il y a eu tout le courant neuroscientifique qui a essayé de travailler sur cette notion d'empathie, puisque les dernières années, donc on a découvert une catégorie de neurones qu'on appelle les neurones miroirs. Vous avez déjà entendu parler de ça? Pas du tout. Alors, qu'est-ce que c'est les neurones miroirs pour le faire en très simple, puisque vous aurez vos cours de neurologie plus tard. En gros, on fait des techniques d'imagerie aujourd'hui en IRM fonctionnelle où on peut regarder les zones du cerveau et donc les zones neuronales qui s'activent ou s'inactivent dans certaines situations, soit cognitives, soit motrices. Et donc on se rend compte, alors vous imaginez bien que quand on fait un mouvement donc volontaire nous-mêmes, au niveau cortical, la zone motrice correspondant au membre qui est mis en mouvement est en action, est en activité, hein. Donc sur l'imagerie, ça va clignoter, en tout cas ça va briller. Par exemple, si vous bougez la main droite pour prendre quelque chose, donc vous avez la zone frontale ascendante gauche qui s'active pour vous faire le mouvement. Hein. Prenons cet exemple-là jusqu'au bout. Très bien. Et donc on a découvert que si on mettait quelqu'un dans l'IRM et qu'on lui passait une vidéo de quelqu'un qui bouge le bras gauche, donc le patient est juste en train d'observer quelqu'un qui bouge son bras gauche, les mêmes zones s'activent. Donc en miroir de ce qui est observé. Comment? Mais en plus petit. C'est-à-dire sans déclencher le mouvement chez la personne qui regarde, mais c'est les mêmes zones. Si je fais ce geste-là, c'est ma zone frontale ascendante gauche qui travaille beaucoup pour faire ce mouvement de ma main droite. Mais si je regarde quelqu'un devant moi qui bouge la main droite, c'est la même zone qui s'active, mais en plus petit, en subliminaire. Ça ne déclenche pas mon mouvement, mais ça fait réagir, activer en miniature la même zone que celle de l'action. Comme si regarder une action, faire une action ou regarder une action, ça allume la même zone de cerveau, mais à des intensités différentes. Donc, ce qui pourrait être le corollaire d'un vécu interne similaire à ce qu'on observe, en tout cas, hein. Donc, cette découverte des neurones miroirs donc a amené à faire des parallèles, en tout cas à faire un lien direct avec ce que serait l'empathie, finalement. Puisque l'empathie, c'est comprendre ce que l'autre vit, eh ben, pourquoi les neurones miroirs ne seraient pas à la base de cette empathie, hein. Et donc, on a, les publications jusqu'ici ont essayé de montrer que les neurones miroirs expliqueraient finalement la plupart des mécanismes de communication émotionnelle, dont l'empathie. Alors, des recherches récentes ont quand même un petit peu nuancé ce lien direct.
c'est que finalement, si on se disait, bon, bah, ok, les neurones miroirs, c'est la base de l'empathie. Quand je ressens de l'empathie pour un patient, c'est mes neurones miroirs qui s'activent. Donc là, on a donné l'exemple d'un mouvement purement moteur, mais par exemple, voir quelqu'un pleurer, voir son expression de visage de quelqu'un qui pleure, activerait aussi certaines zones cérébrales qui correspondraient à des neurones miroirs. Donc ça marche pour les mouvements moteurs, mais ça marche aussi pour les émotions. Mais finalement, ce serait presque un processus un peu passif, un peu automatique. C'est-à-dire que j'aurais pas besoin de faire aucun effort cognitif de pensée. Je verrais juste quelqu'un faire quelque chose et j'aurais mes neurones miroirs qui s'activeraient et je ressentirais une forme d'empathie, ou en tout cas une forme de compréhension de l'autre tout à fait automatique. Ça n'est a priori pas le cas, puisque ils ont fait des études intéressantes à la Pitié-Salpêtrière. Ils ont pris des gens qui, du fait d'une mutation génétique, ne pouvaient pas ressentir la douleur. Donc je ne sais plus exactement quel nom a cette maladie, mais donc il y a des gens qui ne ressentent pas la douleur physique. Et on leur a montré donc, des gens qui ont mal et qui montrent qu'ils ont mal. Et finalement, ils se sont rendus compte que c'est pas parce que ces gens-là ne ressentent pas la douleur dans leur corps qu'ils ne peuvent pas comprendre la douleur de l'autre. Et donc, eux, leurs neurones miroirs ne sont pas empreints d'une expérience passée, puisqu'ils n'ont jamais ressenti de douleur avant. Donc, finalement, ils ont modulé cette fonction des neurones miroirs en disant oui, il y a les neurones miroirs, mais il y a aussi tout un travail cognitif qui est nécessaire pour avoir aussi de l'empathie. Donc l'empathie, c'est pas juste quelque chose de passif qu'on ressentirait de façon automatique face à un patient. Il y a aussi tout le processus cognitif associé qui fait que on va alors pousser à l'extrême. Je pourrais décider d'être empathique ou pas finalement. Hein. C'est la version extrême de ce processus cognitif qui pourrait vraiment être sous l'effet de la volonté et qui pourrait faire que pour certaines personnes, je vais décider de ressentir de l'empathie et je vais mettre en branle mon système cognitif pour réfléchir à comment il se sent dans cette situation-là et à le comprendre. Et à l'inverse, je pourrais décider, pour me protéger peut-être, de ne pas avoir d'empathie pour un patient. D'abord, simplement, j'ai écrit au tableau le nom de la personne qui a découvert les neurones miroirs. C'est un Italien. Je vous donne son nom parce que c'est probablement un des prochains prix Nobel quand même de médecine. Rizzolatti, R-I-2-Z-O-L-A-T-I. Et puis aussi dire que dans la relation, ce que vient de dire Élise par rapport à la relation quotidienne avec les patients, c'est vrai pour vraiment tous les médecins, je veux dire, qu'on soit médecin généraliste, qu'on soit à l'hôpital, qu'on soit à l'université, qu'on soigne des bébés, des enfants ou des adultes, tous les matins, je veux dire, on est plus ou moins disponible. Hein, si vous avez des soucis personnels énormes, si vous êtes fatigué, si vous êtes malade même, ou si vous êtes dépressif, on n'a aucune disponibilité à l'empathie. Les jours où au contraire ça va bien, où on n'a pas trop à se faire du souci pour ce qu'on laisse derrière soi en partant de chez soi, on se sent beaucoup plus disponible. Et effectivement, il y a cette espèce d'aspect un peu actif, en disant, voilà, aujourd'hui je me mets activement en état de disponibilité. C'est peut-être ça ce que vous appelez cette décision, entre guillemets, d'être empathique. Ce qui fait écho à ce que je disais au tout début sur l'écoute attentive. Je crois que quand on est avec un patient et qu'on le prend dans son bureau pour le recevoir et on sait qu'on a un certain temps devant nous, cette écoute attentive, elle permet aussi justement de laisser place à cette empathie. Alors j'ai fini aussi pour cette partie. Et puis après, c'était peut-être plus vous. C'était la question, c'était tout ce qui était les groupes. Parce que, alors bien évidemment, on parle de la relation médecin-patient, mais il y a aussi toutes les relations entre médecins vis-à-vis d'un même patient. On va finir là-dessus, effectivement. Mais ce que je voulais aussi vous avez vu transfert contre transfert, l'aspect inconscient de ce qu'on rejoue dans nos rencontres avec les patients. L'aspect conscient, c'est attitude ou contre-attitude. Il faudrait dire aussi un mot dont vous entendrez souvent parler à propos de la relation patient, médecin-patient, c'est l'alliance thérapeutique. Voilà. Et ça, c'est intéressant parce que l'alliance thérapeutique, vous allez voir, ça fait que chacun des deux protagonistes de la relation, le médecin et le patient, il y a un petit clivage qui s'opère en nous. L'alliance thérapeutique, c'est ce qui va permettre aux patients et aux médecins de se mettre d'accord pour soigner quelque chose chez le patient. Hein, donc vous voyez bien que chez le patient, c'est comme s'il y avait une espèce de division en deux.
le patient arrive, il rencontre le médecin, il y a une partie de lui qui est malade, corporelle ou psychique, peu importe, et puis il y a une partie de lui, conscient d'ailleurs, qui va faire alliance avec le médecin pour dire, bah, d'accord, là il faut qu'ensemble, on soigne cette partie de moi-même qui est malade, que ce soit un cancer, que ce soit une maladie X ou Y, hein. Donc il y a une partie malade du patient et il y a une partie saine, j'en sais rien, mais en alliance, en décision d'alliance avec le médecin. Et du côté du médecin, il y a tout ce que Élise Tangeman a raconté à propos des émotions. C'est-à-dire qu'il y a une partie du médecin. Je ne veux pas prendre des mots trop techniques parce que bon, c'est le moi ou le self, peu importe. Mais enfin, il y a une partie du médecin qui est vraiment dans l'objectivité, qui regarde les signes, qui fait qui fait les examens médicaux et paramédicaux nécessaires, une partie très rationnelle. Puis il y a une partie de lui qui est plus émotionnelle et qui, en même temps que tout ça se passe, se dit mais qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que ce patient me fait vivre, et pourquoi il m'énerve, et pourquoi au contraire il me séduit, etc., etc. Donc chacun des deux protagonistes de la relation est quelque part, j'exagère un petit peu, mais c'est pour me faire comprendre, coupé en deux. L'un, une partie malade et une partie saine, et l'autre, une partie rationnelle et une partie plus irrationnelle. Alors, comment tout ça, il ne suffit pas de le dire, on va se quitter sur quand même une ouverture pour réfléchir. Comment on prend en compte tout ça? Alors, c'est pas facile parce que les choses vont très vite, personne n'a beaucoup de temps, hein. Alors, on dit parfois que les psychiatres ont plus de temps que les autres, j'en sais rien moi, hein. Vous verrez. On n'a ni plus de temps et on n'est pas non plus plus lent que les autres, mais je veux dire, on n'a pas les mêmes modèles de référence, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. En tout cas, ce qui est important, c'est peut-être de se donner des temps ou des lieux ou des moyens pour réfléchir à ça. Parce que si une relation patient-médecin est trop surchargée d'émotionnel mal contrôlé ou d'une distance qui n'est pas juste, ou de rapport de pouvoir, ou de rapport de séduction, enfin tout ce qu'on a essayé de voir un peu, ça ne va pas marcher dans l'alliance thérapeutique. Donc il faut des lieux. Alors vous entendrez sans doute parler de quelque chose qui a existé pendant des années, qui revient un petit peu d'ailleurs à la mode sous différentes formes. C'est ce qu'on appelle les groupes Balint. Marquez-le dans un coin pour l'instant. Balint, c'était un psychanalyste hongrois, Michael Balint, B-A-L-I-N-T, qui avait mis au point toute une méthode. Ça existe encore hein, en France d'ailleurs, pas mal. C'est des médecins généralistes par exemple, se rassemblent une fois par X, ce qu'ils veulent, hein, par semaine, par 15 jours, par mois, et puis chacun amène un patient, le récit d'une consultation qu'il choisit. Alors ça dépend, ça peut être la dernière, ou ça peut être une consultation qui l'a un petit peu ébranlé, touché, interrogé. Il raconte le cas, et le groupe va fonctionner comme une espèce d'appareil psychique collectif pour essayer de comprendre les émotions qui étaient en jeu, qui fait que la relation s'est bien passée ou mal passée ou c'est compliqué. Voilà, les groupes Balint travaillent beaucoup sur l'émotion des médecins qui accompagnent leur démarche médicale proprement dite. À un moment, ça a été très à la mode dans les années 80, 90. Il y a eu un creux et ça revient maintenant. Probablement parce qu'avec l'évolution très high-tech de la médecine, les gens se rendent compte à nouveau qu'il faut quand même refaire une place aussi de temps en temps à l'élaboration un petit peu de ce qui se passe subjectivement entre le médecin et son patient. Et puis, je fais un peu de pub pour mon système. Quand vous serez en D2 ou en D3, vous verrez qu'on vous propose un certificat optionnel. Vous avez des certificats optionnels à choisir à ce moment-là. On propose, nous, un certificat optionnel concernant l'observation des bébés. Qui est un très bon moyen, même si on ne s'occupe pas de bébés ensuite, si on n'est pas pédiatre ni quoi que ce soit, mais aller observer des très jeunes enfants qui n'ont pas la parole. C'est un très bon moyen d'essayer justement de comprendre qu'est-ce qui nous font sentir en deçà des mots. Et même si, encore une fois, on ne devient ni pédiatre ni psychiatre, quelle que soit la spécialité qu'on fera, c'est une assez bonne formation pour la réflexion, la prise de conscience de ce que les patients nous font sentir en deçà des mots et émotionnellement. Voilà, donc c'est un certificat optionnel qui fonctionne depuis une dizaine d'années et nous on est très très contents quand les gens qui l'ont suivi ne deviennent pas psychiatres, c'est pas ça le but, mais c'est qu'ils emportent quelque chose de cette sensibilité aux émotions dans la discipline. Un chirurgien qui est sensible aux émotions, c'est très bien,
Il ne faut pas que ça l'empêche d'opérer non plus. Mais enfin, qu'il soit un peu sensible à ses émotions, c'est certainement une bonne chose. Voilà, donc il y a différents dispositifs qui existent, selon les spécialités psychiatriques, non psychiatriques, médecins généralistes, chirurgiens, etc. Mais je crois que dans le fil de votre trajet professionnel, vous serez certainement amené un jour ou l'autre à vous demander, mais où est-ce que je vais quand même? Pouvoir un petit peu réfléchir aux émotions que cette relation patient médecin-patient suscite en moi. Et c'est pas une honte, c'est une nécessité. C'est pas un luxe, c'est ni une honte ni un luxe, c'est une nécessité absolue. Voilà, on va s'arrêter là-dessus si vous voulez bien. Pas de questions? Alors bonne journée.